Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Chaillot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes DFCG adjoint du développement IT chez Orange. Tout à fait. Et Jean Swad, vous êtes associé responsable de l'accompagnement comptable et financier chez Mazars. Jean Saoud, c'est bien cela. Jean Saoud, pardon. Monsieur Chaillot, on va commencer par vous. Qu'est-ce que ça veut dire être directeur financier au sein de l'entité IT chez Orange ? Ça veut dire piloter tous les coûts de développement IT notamment. Donc on a à peu près 3200 personnes, pas mal de sous-traitants, autant 3000 personnes. Donc il faut, comme partout, il faut piloter ça de manière assez industrielle et assez financière. Et comment vous travaillez du coup avec les autres directions financières du groupe ? Alors en fait, on a les mêmes contraintes, même si on est un centre de coûts, que les autres directions financières du groupe. On est très cash-driven, on doit réduire les coûts et optimiser notre production. D'accord, alors justement on parle de coûts. Comment optimiser ce fameux triptyque coût, délai, qualité, selon vous ? Alors une solution qu'on a trouvée, nous, c'est de faire de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on a à peu près 50% de sous-traitance. Alors on peut parler du fameux make or buy, est-ce qu'on fait en interne ou en externe. Donc ça peut commencer par un challenge des fournisseurs locaux déjà. Alors il faut savoir ce qui est stratégique et ce qui n'est pas. Ce qui est stratégique, il faut le garder plutôt en interne, et ce qui l'est moins. Donc ce qui est un peu annexe, tout ce qui est... Alors pour nous, RH, logistique, etc., ça peut, et même finance parfois, ça peut être outsourcé. D'accord. Monsieur Saoud, l'externalisation, c'est une tendance de fond dans les entreprises aujourd'hui ? Alors l'externalisation, c'est une tendance lourde qui est depuis pas mal d'années, depuis au moins une quinzaine d'années. C'est vrai que depuis une petite dizaine d'années, on observe en termes de retour d'expérience, en fait, j'ai tendance à dire trois points majeurs qui seraient peut-être utiles de relever en termes d'intérêt par rapport à un schéma d'externalisation. C'est que d'abord, effectivement, assez souvent, on est satisfait de la démarche et des résultats en fait de l'externalisation, même si en fait c'est une démarche qui doit être globale, qui est très lourde en fait. Donc en même temps, très souvent, c'est quelque chose de très structurant pour l'organisation d'entreprise. Ça permet de fluidifier les process et surtout de structurer au-delà de la dimension et du périmètre dans lequel le process est externalisé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, le facteur coût, évidemment, même si il ne faut surtout pas, on en voit encore des opérations dans lesquelles on se dit j'externalise pour réduire mes coûts. Certes, c'est l'objectif, mais ce n'est pas le seul. Donc il faut à côté, avec le même niveau d'importance, mettre effectivement les aspects de qualité et de délai, en particulier en définissant des KPIs, des SLA, enfin tout ce qui est accord contractuel entre prestataires et entreprises. Et le dernier point, effectivement, c'est une démarche, l'externalisation, c'est une démarche permanente de progrès. Il ne faut surtout pas qu'entre le prestataire et l'entreprise, la démarche de progrès s'arrête à un instant T. Il faut qu'elle soit permanente. C'est ce qui permet d'avoir un contrat gagnant-gagnant et surtout d'assurer la qualité sur du long terme. Et juste concrètement, est-ce que ça a changé votre façon de travailler, cette part croissante de l'externalisation ? Est-ce qu'il y a des outils différents ? Je ne sais pas comment... En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on doit offshorer, on travaille avec des entreprises qui ont plutôt pignon sur rue, même si ce sont des sociétés indiennes. Et on insiste bien sur tout ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. Donc comme disait M. Saoud, bien voir en fait quel est le coût total du projet. Parce que quand on est engagé dans une démarche d'outsourcing et même d'offshoring, il est très difficile de revenir en arrière. Il y a pas mal de clauses de réversibilité. Donc il faut payer en retour si on arrête le contrat. Et la dernière chose, c'est qu'il faut outsourcer uniquement des processus industriels robustes. Parce que si on exporte des problèmes de l'entreprise, on les retrouve en retour multipliés par 10 ou par 100. Donc, comme disait M. Saoud aussi, c'est une relation durable dans le temps avec les fournisseurs. Donc une fois qu'on part, il faut bien être sûr de son coût et puis savoir qu'on est parti pour plusieurs années. Mais vous parlez beaucoup de coûts, mais il y a aussi une dimension qualité derrière. Comment on s'assure de la qualité du travail ? La qualité, c'est une démarche de partenariat au départ. Il y a beaucoup de formation, de confiance, c'est ce que je disais. Donc on est forcément dans la durée et dans la confiance. Il n'y a pas que le coût, je dirais, de l'homme-jour qui est moins cher forcément en Inde ou en Chine. C'est pour ça qu'on voit dans un certain nombre de cas de la réinternalisation aussi. D'accord. Monsieur Saoud, la confiance, c'est la clé ? C'est la clé en particulier pour l'offshoring. Puisqu'on parle d'offshoring, effectivement, très souvent, l'offshoring, on dit je vais offshorer pour effectivement ça coûte moins cher, c'est évident.
Maintenant, il y a une couche supplémentaire de coûts qu'on oublie souvent. Et puis, assez souvent, on a des retours d'expérience où on s'aperçoit que sur les coûts, on ne s'y retrouve pas. On n'a même pas le retour réel, en fait, par rapport au business case de départ. Et puis, au-delà de ça, on a une dégradation de la qualité. Donc, par rapport à ça, peut-être deux points clés, là aussi, en fait, à surveiller dans ce type de contrat. Le premier, c'est le pays de destination. Donc, il y a plein d'éléments autour de ce choix. Que ce soit au niveau politique, économique, disponibilité du profil, linguistique, etc. Et le deuxième, en fait, que je mettrai en avant, sans passer par les détails qu'on voit, qu'on entend, qu'on connaît souvent dans les milieux, on parle d'offshoring. Le deuxième, c'est surtout d'avoir une structure de management en local qui est capable de gérer les différences culturelles, notamment et linguistiques, en fait. Et très souvent, on a des soucis par rapport à ça. Bon. Peut-être pour finir, on observe une tendance plutôt au profit de nearshoring par rapport à l'offshoring depuis 2-3 ans. Et on s'aperçoit qu'en France, voire plus largement en Europe, en fait, tendance vers plutôt Europe de l'Est et pays du Maghreb. Et puis vous avez aujourd'hui quelques groupes qui commencent sérieusement à réfléchir sur de la relocalisation en France, de façon partielle, certes, mais sur de la relocalisation partielle, alors pour des raisons diverses, variées, économiques, politiques, mais aussi financières. Donc, Alors dans ce contexte, plus globalement, comment a évolué le rôle du DAF avec ces évolutions-là ? Le rôle du DAF, il est dans un environnement de plus en plus mouvant, comme toutes les entreprises. Donc il faut qu'il soit très proche du business, très proche des opérationnels. Je dirais que ce n'est plus un censeur, mais quelqu'un qui est vraiment le business partner, qui comprend les problèmes de l'entreprise, les problèmes commerciaux, les problèmes de l'activité. C'est véritablement ce qu'on dit, un business partner. Il est également partie prenante dans les décisions stratégiques, les virages à prendre. Il n'était pas avant, C'était moins vrai. Peut-être qu'il y a 20 ans, je n'étais pas forcément encore dans la profession, mais il était plus en fait cantonné aux chiffres, au reporting et tout ce qui était, enfin, en tout cas dans certaines sociétés, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi donc un stratège, il doit savoir également préparer des plans B. C'est aussi un communicant, puisqu'il doit communiquer avec tous les stakeholders. Alors, ça peut aller de l'actionnaire, des marchés financiers, les banques, même en interne, quand il y a des restructurations, il faut qu'il explique pourquoi on le fait, etc. Même les journalistes, vous voyez, aujourd'hui. Et c'est donc un métier extrêmement complet qui ne s'arrête pas à la finance comptabilité stricto sensu. Monsieur Saoud, je vous voyais approuver, vous partagez cette vision ? Complètement, enfin si je peux me permettre, pas d'ajouter ou de compléter, mais peut-être un thème qui me paraît clé aussi au-delà de vision stratégique, c'est essentiel. Communication, c'est fondamental, parce que communication, c'est rayonnement dans l'ensemble d'entreprise, mais c'est quelque part ce que j'appellerais l'esprit d'équipe en fait. Donc esprit d'équipe, aussi bien dans son périmètre de fonctionnement par un bon CFO, que dans la sphère beaucoup plus globale qu'est l'entreprise. Très souvent, juste pour finir, on s'aperçoit clairement un bon CFO, c'est le bras droit de la direction générale. Il est en général prédestiné à des fonctions de direction générale. C'est ce que je souhaite à M. Chaillot, d'ailleurs, effectivement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, personnellement, je suis en train de finir un executive MBA à HEC pour développer une vision très transverse de l'entreprise, que je n'ai pas forcément aujourd'hui dans mon rôle de CFO. Et ce qui me permet de voir un peu ce qui se passe dans les autres entreprises et pas uniquement en finance. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous.